Donc pénurie d'étiquettes, c'est ce qui arrive en ce moment apparemment, d'après, ta newsletter. Exactement. Ouais, du coup, je sais pas si tu un angle en particulier là-dessus, mais c'était, au-delà des étiquettes, c'était vraiment beaucoup plus global, quoi. C'est d'un côté, pénurie de main-d'œuvre, pénurie de transporteurs, pénurie de bouteilles, d'étiquettes, à peu près tout, quoi. Et du coup, ça pose pas mal de questions sur comment on fait, comment on s'adapte. Et voilà, donc je sais pas si tu avais un angle, toi, particulier là-dessus. On va dire que moi j'ai pas mal de choses pour répondre, à ça. Mais du coup, est-ce que toi tu as vu ça, de par la pandémie qui a donné une pénurie d'abord, humaine parce que les gens, soit venaient plus, soit ne pouvaient plus venir au travail et cetera? D'où est-ce que ça vient d'après toi? Oui, oui, clairement, il y a une dynamique, il y a une dynamique liée à la pandémie. Après, je pense qu'il y avait des choses peut-être un peu plus de fond, quoi, mais je t'avoue, j'ai pas forcément plus creusé que ça. Mais je crois que le côté Covid a exacerbé tout ça. Et si ça s'est pas vu dans un premier temps, là, ça commence à se ressentir, quoi, avec tout qui réouvre et tout. Ouais. Tu, tu réalises Moi, que, ah, effectivement. ce que j'avais vu, c'était plus au niveau de mes clients. Il y a pas mal de clients à moi qui avaient du mal à se procurer des canettes. Alors du coup, c'est plus peut-être pour le côté soft ou le côté bière, ou le côté kombucha, mais en tout cas, pendant l'été, 2021, les grosses marques, Coca-Cola et compagnie, se raflaient, toute la matière première, toutes les canettes et cetera. Ce qui fait que les petites startups avaient vraiment du mal à se fournir parce que déjà, ils n'avaient pas des canettes, enfin, ils n'avaient pas le budget pour acheter, l'énorme volume que demande, ce genre Mm. d'entreprise. Et en plus de ça, il y avait tout simplement plus de matières premières, pour eux parce qu'ils se faisaient tout rafler. Donc moi je l'ai pas vu en termes d'étiquettes ou de matières premières ou de main-d'œuvre, je l'ai plus vu en termes de canettes pour le coup, vu que c'était un peu plus mon créneau. D'accord, mais bon, du coup, en fait, tout est lié. T'as les canettes, t'as le verre, t'as potentiellement les bouchons, les capsules. C'est à peu près, c'est vraiment à tous les niveaux. Ça va être aussi au niveau des matières premières, mais de toute façon, en fait, t'as un espèce d'effet domino. Donc, dès que ça plante quelque part, ça a une influence sur toute la chaîne derrière. Ouais. Donc, euh, Ouais, donc ça me fait t'avais. penser à quand j'étais à Melbourne et qu'il y avait une pénurie de papier cul où les Français regardaient ça, en se marrant de loin avant que tout arrive en France et que ça soit la cata, pas forcément pour la pénurie, mais pour le Covid en général, quoi. Mais du coup, est-ce qu'on n'arrive pas dans une pénurie de papier toilette dans la filière boissons et spiritueux en C'est 2021, possible. là, fin d'année? C'est possible, c'est possible. Mais ouais, il y a à peu près tout. Mais du coup, ouais, tel que ça se traduit, ce que j'avais noté, c'était donc déjà, tu as des approvisionnements plus difficiles qui, du coup, influent sur le reste de la chaîne. De l'autre côté, peut-être au niveau des consos, du coup, il y a moins de bouteilles. J'avais vu qu'il y avait, je sais pas, je crois en Pennsylvanie, tu avais un État qui avait instauré carrément des quotas sur le nombre de bouteilles qu'un consommateur pouvait acheter. Mais au-delà de ça, alors, bon, du coup, si tu as droit à 2 bouteilles par jour, on va dire que c'est largement suffisant, c'est même bien plus qu'il en faut. Mais j'avais vu que ça touchait aussi, les mêmes quotas touchaient aussi les restaurants et les bars. Et là, ça devient direct beaucoup plus compliqué. Euh, mais voilà, du coup, il y avait ce côté-là, côté appro. Il y avait aussi, là, j'en parlais dans la newsletter là, cette semaine, c'était que finalement, si tu n'as pas de bouteille d'un côté pour embouteiller, bah, peut-être que t'as des spiritueux qui vont rester plus longtemps dans des fûts ou dans des cuves. Donc, autant dans des cuves, ça peut être très bénéfique, autant dans des fûts, des fois, enfin, si on parle de vin, c'est pas du tout neutre, quoi. Ouais. Donc, tu as vraiment tout plein d'implications et en tant que conso, on n'y pense pas forcément, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas un mal pour un bien?
pour arriver à redisrupter tout ce marché-là, la manière dont on consomme, la manière dont on encanette ou on embouteille le produit, etc. Je voyais dans une autre de tes newsletters, peut-être la semaine d'avant, je crois, qu'à Toulouse, il y avait un caviste qui faisait du spiritueux en vrac maintenant Mm, et qui voulait se c'est mettre vrai. dans le vin. Ouais, Donc ouais, ouais. du coup, je me Ouais. dis pourquoi pas. Ça existe déjà dans la bière avec le growler. Alors pas partout, mais ça Mm. commence à arriver et ça fait un moment que c'est en place chez nos amis anglo-saxons. Et du coup, bah, tout simplement déjà pour lutter contre la pénurie de bouteilles, bah, pourquoi ne pas ramener sa propre bouteille à chaque fois au magasin pour la remplir comme C'est n'importe vrai. quel vrac à Carrefour, dans les épiceries locales, etc., quoi. Bah, juste avant ça, tu as eu. Alors, le vrac, je pense que c'est un truc beaucoup plus tendance de fond à tous les niveaux, hein, ça vient déjà en termes d'épicerie. Ouais. Mais au niveau des boissons, moi, je l'ai vu il y a maintenant déjà, je pense, bien 1 an et demi, chez un caviste à Bordeaux qui s'appelle Émile et Marguerite. Ils avaient commencé à tester ça. Du coup, là, je pense que de toute évidence, dans le contexte actuel, c'est là que tu te dis ah c'était pas con du tout quoi, c'est même très pertinent. Mais avant cela même, j'ai vu des initiatives un peu plus rigolotes. C'est comme par exemple ta Ferroni qui, face au manque de bouteilles, s'est mis à embouteiller ses spiritueux dans des bouteilles un peu en vrac, celles qu'il trouvait, celles qu'il avait sous la main. Et du coup, ça donne qu'il va embouteiller ses jeans dans 5 modèles différents de bouteilles. Donc Ok. des trucs assez fun, assez créatifs aussi comme ça. Et le Mm. vrac, bah écoute, à voir. Après, je sais pas si c'est pas un peu compliqué en termes d'inventaire s'agissant d'alcool. Mais voilà, je suis très curieux de voir comment ça se développe chez les cavistes. Ouais, carrément. Et puis après, ça pose aussi des questions en termes de recyclabilité et d'actions qui sont bénéfiques pour l'environnement à plus ou moins long terme. Donc, c'est sûr qu'une pénurie de chaque composant de matière première va faire en sorte qu'au final, on redéfinit les codes pour chaque petit élément. Si on prend l'exemple d'une étiquette, euh, il commence à y avoir des technologies qui font en sorte maintenant que les étiquettes en polypropylène de 2,6 mm, elles passent petit à petit à 2,4, puis même à Mhm. 1,6 pour les étiquettes transparentes, là, qui fait cet effet de look sans étiquette. D'accord. Donc déjà, on réduit un petit peu l'épaisseur de l'étiquette, donc c'est bon en termes de recyclabilité, c'est bon pour l'environnement, il y a moins il y a moins de plastique ou moins de papier en tout cas. Après, il y a aussi pas mal de technologies sur les encres Mhm. chez les imprimeurs qui fait en sorte que les mélanges d'encre sont plus intelligents. Donc, on va mettre exactement Ah la oui, j'ai bonne vu. dose qu'on a besoin pour faire une impression. Également, pas mal de choses avec des encres peut-être végétales et pas forcément des encres chimiques. Mhm. Donc, les imprimeurs ont aussi pas mal de responsabilités, j'ai envie de dire, dans cette mouvance Ouais. écologique. Et puis voilà, il y a des systèmes maintenant de séchage d'encre aussi qui consomment moins de puissance lumineuse avec les LED, etc. Donc il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Le fait d'avoir des étiquettes semi-adhésives aussi, parce que ça nécessite de la puissance de recycler des bouteilles ou des canettes. Ça nécessite d'enlever tout ce qu'il y a autour. Quand on a une étiquette qui colle beaucoup avec une colle qui est ultra forte, Mhm. ça demande de l'énergie aux machines pour enlever cette étiquette, pour faire un produit clean pour ensuite le recycler. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas recyclées à cause de ça. Donc voilà, les étiquettes semi-adhésives, réduire la surface des étiquettes aussi tout simplement, au lieu d'avoir un truc qui prend toute la bouteille, avoir juste un petit carré, c'est Oui, forcément là, bénéfique pour ça. par rapport aux pénuries, là, c'est clairement, je pense, c'est peut-être la réflexion, dans un premier temps, elle est plus là. C'est comment, s'il n'y a pas beaucoup de papier, comment je me démerde pour utiliser moins de papier à l'avenir et éliminer le problème si la situation se représente. Mmh. Moi, j'ai vu d'autres initiatives aussi. T'as des marques qui, par exemple, ne vont plus emballer leurs bouteilles dans des étuis en carton ou plus dans tu sais, les canisters en métal. Tu vois, du coup, Ouais. ils vont faire des économies là-dessus. S'il y a plus de papier, s'il y a plus de carton, ils en consomment moins, donc tout va bien.
Pour en revenir à Émile et Marguerite à Bordeaux, je sais que pareil, hein, pour le coup, ils sont assez pionniers, je trouve, parce que du coup, il y a cette histoire de vrac, mais aussi, je sais qu'il m'avait dit à l'époque que ils prenaient plus les bouteilles avec des étuis. Donc déjà, ils étaient aussi dans cette logique. L'étui, finalement, t'achètes un spiritueux, l'étui ne sert pas à grand-chose, quoi. Donc, Bah ouais, il sert juste au côté luxe, côté poète poète, bling bling du produit. Alors non, peut-être pas poète poète, mais en tout cas, ouais, t'achètes un champagne, il est dans un bel étui, un Deutz, une autre marque, voilà, ça brille un peu, il y a de la dorure, etc. Ça conforte l'acte d'achat, mais en soi, au final, ça sert à rien, clairement. carrément. Donc, euh, donc ouais, déjà Mais réduire ça aussi pour toutes les marques qui voudraient sortir même des packaging de luxe, etc. Ne plus faire d'étui, ça peut être déjà une première solution pour l'avenir. ouais, ouais, du coup, ouais, j'avais noté ça, réduire son utilisation de papier, les tailles d'étiquettes, abandonner les étuis. Donc on a dit là le côté bouteille en vrac aussi qui peut être amusant. Mhm. Mais du coup, et qui revient un peu à ce que tu disais, et peut-être derrière d'avoir des réflexions beaucoup plus globales sur comment on peut avoir une autre démarche pour que tout ça soit plus positif, plus serein, et que si ça se représente, finalement, on est déjà tout mis en place pour moins en souffrir. Ouais, c'est sûr. Ouais, carrément. Et puis en plus, la pandémie, enfin, avant la pandémie, ça se posait un peu moins la question, mais depuis la pandémie, il y a eu vraiment une augmentation des masques et des usages uniques en termes de plastique. Donc du coup, bah, c'était pas un bien pour la planète et du coup, bah, faut réfléchir à tout ça. Et par exemple, ils font maintenant des bouteilles en verre aussi qui sont beaucoup plus fines et légères, beaucoup moins épaisses, Mm. ce qui permet d'utiliser moins de terre, etc. Donc, il y a pas mal de marques nouvelles, des startups qui se lancent, qui parlent de ça en fait, dans une envie écologique. Ils font des contenants qui sont beaucoup moins épais. Alors, je ne sais pas s'ils sont plus cassables du coup, s'il y a plus de risques à ce niveau-là, mais en tout cas, il y a une volonté de tout réduire en fait, clairement, on va dire. Bah oui, ça pèse moins aussi sur les palettes, donc en termes de transport, ça coûte moins cher, c'est moins polluant, donc tu gagnes à peu près à tous les niveaux. Je pense que techniquement, dès lors que tu as des bouteilles plus fines, enfin, c'est quelque chose qui est pris en compte, hein, évidemment, quand c'est pour des spiritueux, on ne propose pas des bouteilles qui vont se péter comme ça. Euh, donc je pense que c'est pris en compte. Mais je lisais un article qui pensait justement de manière plus globale aussi avec la hausse des prix, euh, comment en fait tu pouvais aborder ça soit en absorbant le coût, soit en faisant des économies ailleurs, ou soit c'était quoi le troisième point? C'était en augmentant les prix. Mais le point intéressant, je pense, c'était surtout le deuxième sur le côté, comment en fait cette situation te pousse à repenser ton système, là où tu peux faire des économies, là où tu peux réduire, là où tu peux procéder autrement. Ouais. Et puis un autre point aussi sur lequel, enfin, qui vient pas souvent en tête chez les marques, mais qui peut être là, le fait de se démarquer tout simplement par la forme de la bouteille, Mm. et peut-être éventuellement la trademarker, au final, la protéger à l'INPI ou autre, enfin protéger une forme de bouteille, ça existe, hein, et puis se Mhm. différencier de par juste sa forme. Ça te permet aussi d'avoir une étiquette peut-être moins présente ou moins grande. J'avais un épisode sur la loi Evin qui va sortir bientôt sur Super Potion, où la juriste me disait qu'elle avait un client qui imprimait par exemple son étiquette sur la tranche de la bouteille, donc pas sur D'accord. la face, sur la tranche, donc elle est un peu sur les deux. Et c'est pas courant en fait. Et direct, il y a un côté démarquant, différenciant, et pas forcément besoin d'avoir une étiquette ultra grande. Juste le placement de l'étiquette sur la bouteille, au-delà que la bouteille soit shapée d'une telle ou telle manière,
donne lieu à une différenciation et sur les étalages, ça peut faire aussi la différence sans pour autant imprimer des choses qui sont un peu violentes en termes écologiques. Donc ça peut être une idée aussi, le placement des étiquettes ou le fait d'avoir une bouteille tellement reconnaissable qu'il n'y a pas tellement besoin de visuel non plus. Quand on pense à Cointreau, à Jack Daniels, imaginez juste la bouteille toute seule sans l'étiquette collée dessus. On sait direct de quoi il s'agit, quoi. Mais ça, la contrepartie, c'est que ça te rend très dépendant de tes fournisseurs. Parce que si s'il y a pénurie, là, c'est le sujet. Qu'est-ce que tu fais si t'es vraiment ta bouteille est tellement ancrée dans la marque que tu n'as aucune autre alternative que d'attendre d'avoir tes stocks, quoi. Ouais. Bon, après, j'ai envie de dire, s'il y a une pénurie dans tous les cas, on peut pas trop envisager d'autres situations, quoi. À part le vrac, parce que tu as le liquide Ouais. qui attend et qu'il faut mettre quelque part. Si tu as une pénurie de contenants ou de matières premières, il te reste toujours le liquide, donc libre à toi de le mettre dans ce que tu veux pour le vendre. Mais la chose intéressante avec le vrac, et ça me fait penser à quelque chose dont je t'ai déjà parlé, il me semble. Mm. Quand je vivais à Melbourne, c'était ultra tendance d'avoir son petit growler, une petite bouteille sympa à refermable avec une petite anse, etc. Mhm. Et les Australiens allaient de caviste en caviste et ils allaient embouteiller leur bière en libre service. Et du coup, J'ai vu le ça aux truc US aussi. intéressant, ouais, et du coup, ça arrive là en France. Il y a pas mal de choses à Lyon, à Paris à ce niveau-là aussi. Mais du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'on peut se dire, OK, quand c'est en vrac, on voit pas l'étiquette, on voit pas le branding, on voit pas la marque. On peut arriver en soirée et se Mm. dire, OK, bon, qu'est-ce que je bois? C'est peut-être bon, c'est peut-être très bon, mais au final, qu'est-ce que je bois? Et alors, je ne sais pas si c'est la culture anglo-saxonne qui veut ça, mais mes amis, quand ils venaient à la maison avec la bière embouteillée dans leur growler à eux, ils se faisaient l'apôtre de la marque, en fait. Parce qu'au Mm. final, il venait avec sa bouteille qui n'avait pas de branding, pas d'étiquette et autres, donc on ne pouvait pas savoir ce que c'était. Mais mon pote me disait vraiment quelle était la marque, d'où elle venait, depuis quand elle existait, les différents types de bières qu'elle brassait, etc. Donc, il se faisait vraiment l'évangéliste de la marque. Donc, même sans branding, même sans étiquette, sans design et sans nom, eh ben, j'avais quand même une idée de la marque et ça me donnait quand même envie de l'acheter, moi, le lendemain. Alors, peut-être pas le lendemain, parce qu'on faisait une soirée et que le lendemain, c'est un peu chaud. Mais voilà, le week-end d'après. Donc, au final, même sans branding, juste du bouche à oreille classique et old school, mais qui marche toujours ultra bien, ça pouvait Alors, suffire, quoi. je serais quand même curieux parce que quand t'es en vrac en magasin, quand même la marque n'est pas bien mise en avant, je pense. Tu vois, t'as une grosse bonbonne, tu te sers. Là, dans le cas de la bière, moi, ce que j'ai vu, t'as un distributeur, quoi. Mais ça, le côté générique, je sais pas si sur le grand nombre, le côté ambassadeur là dont toi tu as été témoin, est-ce qu'il fera tant effet, quoi? Ou est-ce qu'il y aura pas plus un côté commodité, genre j'ai besoin d'acheter du gin pour faire mes gin ce soir, je prends le truc en vrac, je me pose même pas la question d'où il vient, qui l'a fait, comment, pourquoi, c'est juste Après, ouais, c'est du gin et voilà, quoi. ouais, c'est au caviste de t'expliquer ce que tu mets dans ta Mm. bouteille aussi, tout simplement. Mais Mm. c'est plus dans les micro-brasseries où tu vois, je sais pas, 15 ou 20 tireuses différentes Mm. avec un sticker, une petite pancarte et tout qui indique, ou même sur les tireuses en elles-mêmes, des fois il y a la capsule avec le nom dessus, le logo, etc. Et puis tu vas tirer ce que tu veux essayer. Donc ils te mettent Heineken et pas ou je sais pas quoi, tout le genre de type de bière que tu as envie d'essayer. Et puis après, libre à toi de faire ton service. Donc, et c'est sûr que là, pour le coup, tu vas peut-être plus boire la bière dans laquelle tu vas, enfin dans la brasserie dans laquelle tu vas. Et ça va pas être, tu vas à Carrefour et puis tu vas te tirer une bière ou une autre. Ça va pas être du tout la même démarche. Mais là, ça dépend de base de ta manière de consommer
personnel, Mmh. quoi. Mais ouais, sinon ça me fait penser à un autre truc qui est peut-être qui du coup là met davantage en valeur la marque, c'est un peu, tout ce qu'on voit apparaître là, EcoSpirit ou je sais que Edon a un truc qui s'appelle EcoPouch où justement on va mettre en avant, un côté, moins coûteux, plus économique, d'un point de vue transport, en ayant des packaging alternatifs et surtout sur des volumes plus importants qui en fait, enfin, ce qui est génial pour le coup là, c'est que tout le monde est gagnant. D'un côté, tu payes moins cher parce que tu as un volume, je sais pas, c'est l'équivalent d'une caisse directe. On va dire la planète est gagnante, le transporteur est gagnant, le producteur est gagnant parce que il balance tout en vrac et c'est conditionné par EcoSpirit ou EcoPouch. Enfin bref, et le barman il est content, il paye moins cher aussi. Enfin, du coup, il Et y tu peux rappeler a. ce que c'est, EcoSpirit ou EcoPouch si les gens ne savent c'est- pas? En gros, c'est plutôt que d'acheter, mettons, ton jean de la marque X ou Y en version en caisse de 6 bouteilles, tu peux acheter directement un espèce de packaging qui fait 4 litres et demi ou quelque chose comme ça, ou 3 litres, enfin ça dépend, qui du coup te revient moins cher et puis il y a évidemment tout le côté écolo. Quand bon, ça s'adresse aux professionnels, hein. OK. Quand tu as fini ton espèce de cubi de jean, bah tu le renvoies, il est re-rempli et voilà. Et puis ça crée une espèce de cercle vertueux, puisque plutôt que d'avoir une caisse de 6 bouteilles où tu vas vider les 6 bouteilles, tu les fous à la poubelle et tu recommandes une caisse de 6 bouteilles, là il y a une espèce de cycle, de cercle vertueux qui se met en place. OK. Ouais, ça me fait penser à une initiative, québécoise, ou canadienne en tout cas, je crois, qui s'appelle Loop aussi Mhm. et Ah oui. c'est une initiative, qui package, toutes les grandes marques Kellogg's et compagnie, que ce soit Mm. des céréales ou du liquide ou n'importe quoi. Ils le packagent dans des espèces de cylindres métalliques avec juste, alors je sais pas si c'est un stickers, ou quoi, mais avec juste le logo, de la marque et au final, toutes les marques sont dans le même conditionnement, qui est un D'accord. tube en alu, et le système, c'est le même, c'est-à-dire que tu te fais livrer avec ton packaging en alu. Et puis, dès qu'il est vide, il y a quelqu'un qui revient pour récupérer les choses. Et puis après, ça repart dans un circuit circulaire. Donc après, on peut se demander, oui, bon, la personne vient, elle fait des trajets, elle vient de chercher ton produit, elle le ramène, etc. Il y a d'autres problèmes qui peuvent se mettre en Mm. place, mais en tout cas, c'est un truc qui arrive, je crois, doucement à Carrefour, ou je sais pas si c'est les petits casinos ou les Carrefour City ou les choses comme ça, mais en tout cas, ça arrive. Et ils avaient fait des premiers tests à Paris. Je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Mhm. J'avais vu ça il y a à peu près 6 mois, un an, je crois. Mais en tout D'accord. cas, ouais, une autre initiative qui fait que on re-questionne du coup le côté branding à chaque fois et on se dit, Mm. mais du coup, c'est quoi une marque? Si une marque, c'est plus l'emballage, c'est plus le packaging, si une marque, c'est plus que le liquide, au final, il va bien falloir que les gens s'inventent des choses dans leur tête pour vouloir supporter une marque qui a du sens, quoi. Bah, il y a deux angles, je pense. Tu as d'un côté les professionnels qui, eux, mettons, ils vont avoir un jeu de bouteilles à la marque qu'ils vont utiliser et ils vont derrière commander uniquement des conditionnements des EcoSpirit, EcoPouch ou en bidon direct. Et ce qu'ils vont faire, Mm. c'est qu'ils vont re-remplir leur jeu de bouteilles. Comme ça, au niveau branding dans le bar, tu vois un bartender qui manipule des bouteilles, évidemment. Il va pas faire son cocktail ou te servir à partir de son truc de 3 ou 4 litres. Du coup, tu as ça. Puis après, je pense peut-être plus côté particulier, ce que j'ai vu, c'est tu as aussi des marques qui ont ce même genre d'initiative ou sur des plus petits volumes. Ils vont te livrer, je crois, une fois ta bouteille nickel, comme tu l'as trouvé partout en magasin. Et derrière, tu vas avoir un système de refill où là, on va t'envoyer un truc enfin, un petit truc, je sais pas, sous vide ou quoi, du contenu de la bouteille que tu vas pouvoir remplir. Et du coup, là, tu es dans une démarche où déjà tu fidélises le client par rapport à ta marque.
Il a toujours sa bouteille, puis il y a le côté, bah ok, j'ai une bouteille, je la jette jamais, quoi. Donc il y a, pour le coup, la marque est toujours présente, puisque tu auras toujours ce conditionnement initial, quoi, qui va pas être Mm. jeté. Ouais. La bouteille va pas disparaître totalement, quoi. Ah non, c'est sûr. C'est sûr que c'est aussi une chose à penser. Après, quelque chose dont on n'a pas parlé aussi, mais qui coûte tout simplement plus cher, c'est soit le fait de travailler avec des imprimeurs qui fournissent des étiquettes ultra biodégradables, etc., avec d'autres genres de Mm. technologies qui coûtent 2 fois plus cher, clairement, mais qui sont peut-être bénéfiques et où il y a peut-être moins de pénurie, vu que c'est plus cher, il y a moins de gens qui s'y intéressent. Euh, Ça, et puis une autre chose dont je me souviens plus, tout simplement. Mais ça me fait penser, enfin, j'avais balancé ça aussi dans la newsletter, c'est qu'apparemment il y avait un business sur eBay de bouteilles vides, des bouteilles de gin vides qui avaient une valeur Mm. qui pouvait se revendre 4, 5 pounds. Voilà, même une bouteille d'un gin premier prix, entre guillemets, à 13-14 balles, tu pouvais retrouver sa bouteille en vente sur eBay à 4 pounds, par exemple. Du C'est pour coup, faire de la déco, du coup? alors, je t'avoue, je sais pas trop qu'est-ce qui motive les gens, mais peut-être si tu es dans une logique un peu écologique, peut-être qu'ils vont mettre, ou je sais pas, ils vont peut-être les refill avec des jeans, ils vont acheter une bouteille haut de gamme pour la refill avec du bas de gamme pour faire genre chez eux. Je sais pas trop. Euh, Par contre, sur un autre angle, ça me fait penser que finalement, petit à petit, sous couvert de choses comme ça, peut-être que le vrac va, ou la consigne va finalement réussir à rentrer dans les mœurs, alors qu'il y a clairement un rejet Mm. catégorique des alcooliers là-dessus. Mais elle va peut-être rentrer par défaut, par ce biais-là, par cet angle, tous les angles dont on parle là. Et du coup, enfin, si on en arrive là, est-ce que on va pas, petite note de pessimisme, est-ce qu'on va pas en arriver aux mêmes logiques que sur les paquets de cigarettes? Parce que si tout devient un peu uniformisé, tu n'auras plus trop de barrières pour finalement mettre des messages sanitaires comme sur les clopes, quoi. Enfin bon, je Ouais. digresse, mais Ah ouais, non, mais peut-être que ça peut arriver, etc. Mais du coup, ça vaut le coup de voir une marque, sa propre marque, vraiment dans un ensemble et pas que derrière un mm, visuel, un logo, un packaging, un goût, une recette. C'est vraiment quelque chose de global. Qu'est-ce qui fait maintenant que les fumeurs continuent d'acheter du Camel ou du Marlboro ou du Lucky Strike? Enfin, c'est qu'ils ont un sentiment particulier avec mm, telle ou telle marque, quoi. Donc, peu importe ce qu'il en est devenu des packaging de ces paquets-là, euh, un client fidèle, ça reste un client fidèle, quoi. mm. Donc oui, il n'est jamais trop tard pour fidéliser les gens autour d'un concept, d'une cause et ce genre de choses. Et c'est justement ce que je fais, ce que j'essaie de faire avec mes clients en workshop, c'est vraiment de leur faire travailler sur qu'est-ce que tu apportes de plus dans le monde d'aujourd'hui. Si jamais ton business n'était pas là pour faire de la thune, à quoi il Mm. servirait, quoi, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas tout le temps. Et pourtant, c'est la première chose à laquelle il faut penser parce que le but d'un business, c'est d'abord d'aider les gens et ensuite de gagner ta vie. Enfin, en tout cas, c'est d'apporter un service qui a du sens, que les gens achètent volontiers, quoi. Donc, Mais ouais, du coup, on en revient toujours au même point, c'est tout ça est l'occasion finalement de faire un audit de toutes ces choses. Pourquoi les gens achètent ça et pas autre chose? Si telle ou telle situation arrive, comment on la prévient, comment on la solutionne? Et, mm. euh, et voilà. Ouais, c'est sûr. Et peut-être pour finir, j'ai eu une call avec un peut-être partenaire, bon, je ne sais pas du tout ce que ça va devenir, mais en tout cas, quelqu'un qui a un concept assez intéressant. C'est plus pour ceux qui veulent faire de la canette, donc sûrement plus les brasseurs, les kombucha, les sans-alcool, mais peut-être également les RTD, vu que ça fait un gros boom
en ce moment et puis peut-être pour 2022. C'est une entreprise suisse qui s'appelle Nomok, Nomok.com. Et en D'accord. gros, ils vont se lancer en septembre 2022. Et là, ils sont en train de rechercher un peu des early adapters qui aimeraient jumper avec eux. En fait, leur principe, c'est de vendre 100 ou 10 000 canettes. Donc, D'accord. il n'y a pas du tout de minimum requis, contrairement à la plupart des autres encanetteurs où ils demandent un énorme volume dont ne peuvent pas se permettre les startups. Donc là, le but, c'est vraiment de fournir un minimum de canettes, ce qu'on veut, et de pouvoir imprimer directement sur la canette et du coup de faire des designs interchangeables et de pouvoir être vraiment ultra flexible sur tout ça. Et on connaît maintenant un petit peu la tendance à la saisonnalité Mmh. des goûts. Les gens veulent des goûts nouveaux, donc du coup les étiquettes changent, etc. Et du coup, il y a un côté éco-responsable assez sympa parce qu'on enlève le sleeve. Il n'y a plus de sleeve. D'ailleurs, apparemment, le sleeve est maintenant interdit au Canada D'accord. pour des coûts de réduction de plastique, etc. Donc là, on enlève un matériel qui ne sert plus à rien et on imprime directement sur la canette. Donc le rendu est cool, il y a différents effets, etc. Donc Et c'est donc voilà. brillant, Donc, par défaut. en fait, il m'a montré un truc hier où il y avait une impression avec du mat et du brillant, donc du vernis D'accord. sélectif et puis du mat autour. En fait, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux en termes de texture, mais c'est imprimé même sur la canette même plutôt. Et voilà. Et du coup, tu peux changer ton design et tu peux demander 100, 200, 1000, 10 000, 100 000 canettes. Donc ça, c'est un projet à mon avis qui Pardon. va faire beaucoup d'heureux. J'imagine que tu as un dégressif. Ouais, ouais, forcément. Donc, si les gens, si vous qui nous écoutez, vous voulez aller faire un tour sur le site, c'est nomok, nomok.com et vous pouvez devenir early adapter, c'est avoir 5 canettes, il me semble, gratuites pour tester. Et voilà. Et puis, en gros, avoir peut-être un partenariat avec eux. Si jamais Ouh, vous êtes OK faut pour le faire faire, faut faire des vous canettes pouvez mentionner Bottlefield Show alors. TBS. Ouais, vous pouvez mentionner The Bottlefield Show si on vous demande d'où vous venez. Alors, c'est pas du tout affilié ni quoi que ce soit. C'est juste une initiative que je trouve cool. Et voilà, ils m'ont contacté suite au 366 cans challenge que j'ai fait l'année dernière, donc une canette par jour pendant 366 jours. Ils trouvaient ça cool et du coup, ça allait directement dans le concept de design récurrent, design changeant et puis le délire éco-responsabilité qui va avec. Donc, ça peut être quelque chose de sympa pour tout ce qui est pénurie ou moins de plastique en tout cas. Ouais. Mais voilà, pour finir sur une note d'optimiste, d'optimisme peut-être. Ouais, plus sympa, oui, effectivement. Écoute, voilà. Merci d'avoir Ok. suivi tout ça jusqu'au bout. Et laissez en Écoutez, commentaire si jamais vous avez des insights intéressants là-dessus. On vous répond. absolument. Du coup, à la prochaine. Voilà, merci encore. Ciao, ciao. Ciao.